Bienvenue à cette communication semestrielle sur notre secteur. Bienvenue, on est entre nous, on est chez nous, on va pouvoir se raconter comment on voit notre secteur. Alors pour moi c'est un peu d'émotion puisque je prends la suite de Guy Mamoumeni, que vous avez tous bien connu, qui est une figure de notre métier. En même temps à une période qui est fantastiquement dynamique, donc toutes ces raisons pour dire que je suis très motivé, très excité de vous retrouver, de nous retrouver ensemble aujourd'hui pour échanger sur notre vision, avoir vos retours, vos questions, vos suggestions. Donc voilà, un grand plaisir de partager ce moment avec vous. Alors dans l'esprit, vous avez vu, il y a quelques suggestions sur les adresses Wi-Fi, sur les tweets, bon, je vous laisse faire. Ce qu'on va essayer, on est chaud, on vient de parler aux analystes, donc bon, voilà, on est survolté. On va essayer de se concentrer sur nos slides pour aller à l'essentiel et garder du temps derrière pour partager avec vous des questions, des contradictions, etc. Donc on est plutôt très ouvert pour ça, on est prêt. Je voudrais peut-être vous présenter François qui va intervenir tout à l'heure sur les perspectives. On a aujourd'hui parmi nous les présidents des collèges qui représentent les différents adhérents, catégories finalement de métiers qu'on héberge chez nous. Les métiers d'aujourd'hui, il y en a des nouveaux qui arrivent aussi. Donc on a Thierry Sioufi qui est ici et qui représente les ESN, Thierry. Voilà. On a Gilles Mézari qui représente le Collège des éditeurs. Et puis, on a Patrice Demey, qui est quelque part, que je ne vois pas, et qui représente le Conseil en technologie. Alors, moi, je voulais, en introduction, vous parler... Voilà. Bon, ça on l'a dit. Je voulais vous parler, au fond, de... Petite overview de Syntec, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, en cette fin d'année 2016, et pourquoi il se passe des choses intéressantes. On en est aujourd'hui à une étape qui nous fascine un peu, c'est que d'abord notre économie, notre secteur, pèse 52 milliards, on se rend compte que c'est beaucoup, et nous, Syntec Numérique, vous, quand on travaille ensemble et qu'on est capable d'appuyer sur les sujets qui sont clés pour nous, on pèse énormément. On est de plus en plus représentatif. On peut dire qu'aujourd'hui, on est massivement représentatif. C'est quelque chose qui est important parce que comme on passe beaucoup d'énergie à travailler sur nos sujets, plus on est représentatif, plus vous faites l'effort de nous amener, je dirais, vos idées, votre énergie, vos contributions dans les ateliers divers et variés, votre voix, eh bien, plus on est efficace. Et on a besoin d'efficacité en ce moment, on va en parler. Alors, alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, il faut voir qu'on a une masse d'adhérents qui arrive et qu'on n'a jamais vu. Depuis le début de l'année, on doit être à 400 nouveaux adhérents pour Syntec Numérique, ce qui est absolument considérable. Bien sûr, on a lancé un plan pour que les startups nous rejoignent, pour qu'on leur crée un écosystème pour les aider, pour leur donner aussi accès à des grands donneurs d'ordre. Mais là-dedans, il y a de l'Amazon la semaine dernière, il y a Twitter la semaine d'avant. Donc on a énormément d'acteurs du marché qui nous rejoignent parce qu'aujourd'hui, et là il faut le dire, quand on essaie de comprendre au fond qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qu'ils attendent de nous, il y a trois grands sujets qui font qu'aujourd'hui nos adhérents restent, 98% de fidélité, et nos adhérents et des nouveaux adhérents nous rejoignent. Alors, premier sujet, c'est le social. On voit bien que dans nos métiers, quels que soient les métiers, le social est un sujet critique. C'est de plus en plus compliqué en France de travailler sur ces sujets-là. Je dirais qu'il y a d'autres pays européens qui sont aussi champions. Mais enfin, nous, on combine beaucoup de choses. Et donc, sur le social, vous nous dites que vous attendez que Syntec Numérique éclaire un peu la situation, explique, soutienne, aide à travers un tas d'outils qu'on a mis en œuvre, qui sont des plateformes de support, des conférences, des formations, je dirais des lignes d'experts, sur les évolutions du droit du travail, sur les problèmes qui nous accrochent, parce que régulièrement, vous savez, les inspecteurs du travail aujourd'hui sont sur nos talons. Voilà, il y a plein de sujets qui font qu'aujourd'hui, sur le social, on a véritablement un impact et qu'on nous attend aussi pour influer sur l'avenir. On en parlera tout à fait à la fin dans ma conclusion. Le deuxième sujet, c'est la formation. Et là, on voit bien qu'il faut former pour aujourd'hui. Et il y a des domaines dans lesquels il faut massivement former. Je sais bien que vous en plaignez tous les jours. Mais il faut aussi prendre, je dirais, du recul et se dire qu'il faut former depuis très très loin. Et c'est dès la maternelle qu'il faut réorienter les programmes vers les scientifiques. On n'a pas assez d'ingénieurs. Et donc là aussi, c'est des sujets sur lesquels vous attendez de nous des choses. Alors probablement vous attendez de nous des choses plus dans le court terme, sur l'impact qu'on a sur les programmes des écoles, sur la manière dont on gère les fonds de formation, etc. Donc là, on est dedans. Vous savez qu'on a créé un tas de mécanismes
mécanismes pour pouvoir être au plus près de la gestion de ces budgets. Et on s'y accroche et on s'apprête à mener une bataille d'ailleurs sur les coups de rabot que donne aujourd'hui M. Sapin sur nos budgets de formation, en voulant les réallouer à d'autres métiers qui ont probablement moins d'avenir. Mais bon, voilà, c'est des sujets qui sont clés pour nous, pour vous. Et puis le troisième sujet, c'est au fond la complexité croissante de la réglementation qui, au départ, n'était que française et qui maintenant est une réglementation française et européenne auquel, aujourd'hui, qu'on doit intégrer dans nos modes de fonctionnement, dans nos business models, et puis sur lesquels on peut aussi influer. Donc voilà, c'est les trois sujets qui font qu'aujourd'hui, quand vous nous rejoignez, on comprend que c'est des points qui sont clés pour vous. J'en rajouterai un, qui est un point peut-être un peu moins saillant parce qu'il est discret, mais c'est au fond une capacité que Syntec a acquis au fil des années de devenir le héros, le champion dans les conflits qu'on peut rencontrer avec notre écosystème, en particulier avec nos clients. Des conflits qui ont bien évolué parce que d'abord la médiation est devenue un outil fantastique, et c'est un outil discret, mais c'est un outil qui par nature est confidentiel. Je pense que ni les uns ni les autres ne veulent se voir sur la place publique, donc la plupart des dossiers sont confidentiels. Il y a eu quelques dossiers qui sont sortis, vous les connaissez, hein, emblématiques avec SFR bien sûr, et on a gagné, je dirais, nos galons de maréchal dans ce domaine-là. Personne n'a fait mieux sur le secteur pour aller, je dirais, adresser des problématiques compliquées à un bon niveau, dégonfler les ballons et peu à peu recréer des liens de long terme avec ses clients pour retrouver la sérénité et que chacun s'y retrouve. Donc je dirais que c'est aussi un quatrième sujet que j'ajouterai dans ce qui est peut-être un peu moins connu par l'ensemble, mais qui est bien connu par ceux qui en ont bénéficié, et on a tout le temps des dossiers en cours, pas toujours avec la médiation, mais souvent. Je fais référence, par exemple, en ce moment au référencement de Société Générale, où je sais que beaucoup d'entre vous sont concernés, et on a aujourd'hui des relations extrêmement pacifiées. Ça se passe tranquillement, d'étape en étape, on gère les petites difficultés, et Syntec Numérique continue à mettre un peu d'huile quand il y en a besoin. Voilà, donc ça c'est un point que je voulais souligner, c'est, voilà, on est représentatif, et c'est grâce à vous, et ça nous permet d'être plus efficaces, et en même temps ça nous met la pression. Il faut qu'on soit véritablement, qu'on réponde à vos attentes. Alors, le deuxième sujet que je veux évoquer, avant de passer la parole pour aller dans le détail à François Isquin, ça va être évidemment un secteur qui, vous le sentez bien depuis 2 ans, 3 ans, continue à performer après 10 ans d'errance et de difficultés. On a mangé notre pain noir. Aujourd'hui, on mange notre pain blanc avec une croissance qui continue à évoluer, à augmenter, avec des prévisions, on vous les donnera tout à l'heure, qui continuent à être encore plus fortes. Donc ça, c'est un point très positif, assez enthousiasmant d'ailleurs. J'ajouterai quand même quelques précautions à ces chiffres, parce que c'est des chiffres qui ont été faits dans des sondages, dans des questionnements, dans des appels que vous avez dû recevoir de la part de l'organisme avec lequel on travaille, qui est IDC. Ça a été complété par des commissions, par des groupes de travail qui sont un peu plus récents que ce questionnaire et cette étude IDC, hein, dans lesquels on a vu qu'un certain nombre de nos adhérents, par métier, ont un peu tempéré, ou plutôt un peu émis des questions sur 2017 en disant mais finalement il y a quand même des éléments exogènes qu'on connaît cette fois-ci, hein, qui sont le Brexit, on continue à dire que c'est qu'un effet de change, bon peut-être, Trump. Probablement que pour notre métier, on ne sait pas très bien ce que ça va changer. Ça va peut-être changer des choses, ça va peut-être rien changer. Probablement que ça va changer des choses. Et puis, il ne faut pas nier que l'élection présidentielle 2017 en France est quelque chose qui a toujours eu une incidence sur le business du secteur public et derrière sur un certain nombre de très grands clients qui ont tendance à allonger un peu les délais de décision, etc. Donc, on sait que ces bons chiffres sont quand même à tempérer par des éléments, voilà, des éléments qui sont extérieurs à notre secteur, mais qui auront probablement un des trois, une influence qu'il faudra prendre en compte. Alors, je pense que l'autre point qu'on peut noter, qui est quand même un point de satisfaction dans un marasme aujourd'hui du pays, c'est qu'on crée des emplois, et on en crée beaucoup, puisque, si vous voulez, on embauche plus d'une quarantaine de milliers de cadres, on en crée 14 000 nets. C'est des sujets qui sont une fierté, et puis je dirais un réconfort. Voilà, on peut créer des jobs. Même si on en fait bouger, même si on en détruit, on en crée. Et aujourd'hui, c'est quand même un élément de fierté. Et d'ailleurs, dans ces 14 000 nets, on va en chercher 3 000, pour la plupart, en dehors de nos secteurs. C'est des gens qui sont en recherche d'emploi, qu'on remet chez nous, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Et l'influence qu'on a est considérable, puisque 25% de la croissance du PIB, c'est nous qui la construisons, si vous voulez. Donc, voilà, c'est des éléments qui nous permettent derrière d'être crédibles, de discuter, en ayant, je dirais, une voix qui porte. Et donc, on parlera tout à l'heure, en conclusion, de comment on veut faire porter cette voix en 2017. Et je comprends qu'il faut accélérer. François, allons un peu plus en profondeur de ces... Voilà, je te passe le boîtier, de notre marché.
Je vérifie que ça fonctionne. Et voilà. Donc, je vais commencer par vous présenter les chiffres de croissance du secteur sur l'année 2016. Donc, on a fait une petite révision, comme vous pouvez le voir. J'imagine que certains d'entre vous ont dû la faire eux-mêmes, parce que pour le coup, quand on croisait les analystes tout à l'heure, ils ne savaient pas bien, mais vous, j'imagine que vous avez une bonne vision de votre atterrissage sur la fin d'année. Donc, voilà les chiffres. Une révision de la croissance à la hausse sur le secteur à 2,8%, majoritairement tirée par le conseil en technologie. Vous allez voir sur ces slides, vous les avez devant vous, il y a beaucoup de chiffres. Je vais plutôt vous consacrer mon temps à essayer de vous expliquer le pourquoi de ces chiffres plutôt que vous les lire. Vous savez les lire. Et je pense que c'est intéressant de regarder un petit peu concrètement une explication et de vous donner une explication à ces chiffres. Première chose, c'est de mettre ces chiffres au regard finalement de ce qui se passe dans le monde. On s'aperçoit que l'Europe de l'Ouest, bon, pour le coup, a la même croissance que la France. C'est normal, on travaille de plus en plus dans un écosystème européen. Et l'Europe est en retard sur le reste des autres zones. Donc il faut évidemment y trouver une petite explication. L'explication qu'on donne aujourd'hui, c'est de se dire que finalement, on est encore en retard par rapport à ce qui se passe dans les autres marchés, que l'adoption des technos et en tout cas le niveau de maturité sur la transformation digitale en Europe est légèrement en retard par rapport à ce qui se passe dans les autres pays. Et donc ceci explique le décalage que vous voyez sur ce slide. Une activité toujours positive au deuxième trimestre. Au troisième trimestre, Godefroy a dit effectivement lors du dîner, des récents dîners qu'on a eus avec les différents collèges, on s'aperçoit que le troisième trimestre a émis quelques petites réserves. Si vous avez vu les communiqués financiers de certaines sociétés, effectivement, on a vu un petit ralentissement, mais la tendance est toujours incroyable. Et donc, on va essayer de regarder pourquoi. Quand vous regardez cette courbe, vous apercevez que finalement, il se passe quelque chose au troisième trimestre 2014. Et pourquoi le troisième trimestre 2014 ? Parce qu'en fait, quand on regarde, j'ai l'impression que c'est plutôt un petit peu avant, mais il y a eu un phénomène assez incroyable qui s'est passé dans cette période. Alors un peu avant, un peu après, en fonction des différents présidents du CAC 40, mais ils sont tous, à cette période, allés faire un tour dans la vallée, et ce que j'appelle le safari. Donc c'est le safari, on emmène un président, ses équipes de direction, on leur fait visiter les Google, Amazon, Facebook, et ils sont tous revenus impressionnés, effrayés, en se disant « il faut qu'on réagisse ». Donc ça, pour moi, c'est le point d'inflexion de la prise de conscience. Bon, une fois qu'on a pris conscience du phénomène, c'est pas pour autant qu'on sait comment le résoudre, mais c'est là où on a vu finalement, comme tu le disais Godefroy, finalement le début de notre pain blanc, c'est-à-dire le moment où les présidents ont commencé à s'intéresser au sujet de la transformation numérique, où les présidents ont commencé à changer de directeur informatique, parce que parfois ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas la bonne personne pour mener à bien ces projets de transformation. Et puis ça a commencé à mener. Et évidemment, ils se sont intéressés, comme on le verra plus tard, que ce soit à titre personnel dans la transformation. Ils ont sensibilisé les lignes métiers et ils se sont dit, qu'est-ce qu'ils se sont dit finalement? Le bilan, c'était quoi? C'était de se dire, mais il y a des acteurs qui utilisent la techno pour innover, qui créent de la valeur comme on ne sait pas faire, et qui peut-être demain vont nous inquiéter sur nos propres business models. Donc il faut vraiment qu'on réagisse autour de ça, et ça a été le début de la transformation digitale, relayé évidemment par les ESN ou les sociétés de conseil auprès de leurs clients, relayé par la presse, donc une prise de conscience qui nous amène sur un train qui, a priori, n'est pas prêt de s'arrêter. Voilà, donc quand on regarde métier par métier, qu'on split, finalement on s'aperçoit que c'est une tendance qui est généralisée. Il n'y a pas finalement de différence entre les ESN, le conseil en techno ou les éditeurs de logiciels. C'est une lame de fond qu'on vit depuis plusieurs trimestres. Ça se ressent évidemment dans les carnets de commandes, dans les appels d'offres, vous avez les chiffres. On est dans des facteurs de business et de confiance de la part des donneurs d'ordre qu'on n'a pas vu depuis bon nombre d'années, et encore une fois pour cause, pour la pression mise maintenant par les directions générales. Qu'est-ce qui se passe et quelles sont les activités finalement qui sont concernées? J'ai envie de dire toutes. Pour faire simple, toutes les activités de l'entreprise sont concernées. Moi, j'aime beaucoup finalement prendre deux choses, le haut du compte de résultat et le milieu du compte de résultat, pour faire simple.
Le haut du compte de résultat, c'est comment j'utilise la technologie pour faire plus de chiffre d'affaires, en innovant, en modifiant mes relations avec mes clients. Donc ça, c'est une part importante de notre business, et j'ai envie de dire, c'est la première que tout le monde a vue, et tout le monde s'est mis sur ces marchés. La deuxième partie qui est tout aussi, si ce n'est plus importante, c'est celle de l'efficacité opérationnelle. Comment la technologie va me permettre finalement de transformer mon efficacité et d'améliorer mon efficacité. Voilà, donc il y a quelques exemples et on s'aperçoit finalement que les priorités des directions métiers, elles s'expriment sur ces deux choses-là. Et il y a une chose qu'on ne voit pas vraiment sur ce slide, qui n'est pas une priorité des directions métiers, enfin qui n'est pas exprimée en tant que telle, mais c'est la data qu'on va retrouver finalement aussi bien sur le haut du compte de résultat que sur le bas du compte de résultat, et qui est un levier encore plus puissant si on arrive à utiliser les mêmes données à la fois sur l'amélioration des services rendus aux clients et sur l'efficacité opérationnelle, parce qu'il y a évidemment bon nombre de données qui sont communes à ces deux points. Voilà, donc les priorités des directions IT, maintenant, elles sont différentes. Alors, il y en a une qui est au cœur, je vais commencer par celle du milieu, finalement, qui est, avant de construire de nouveau, ça fait un petit moment qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on consacre, comme je disais tout à l'heure, ce qui a fait rire Thierry, plus de budget sur la partie hygiène et ménage. C'est-à-dire comment je nettoie finalement un bazar qui a plusieurs années, sur lequel, pendant des années, les directions générales ont vu l'informatique comme un coût, donc elles ont réduit les budgets. Les conséquences des budgets réduits, c'est qu'on a entassé bon nombre d'applications, bon nombre de ce qu'on appelle la dette technique, pour être assez concret. Voilà, le premier gros chantier, c'est faire évoluer les infrastructures, évidemment dans un but de réduction de coûts, mais on s'aperçoit que c'est pas le driver numéro un de la transformation digitale. C'est finalement, il faut que je fasse quelque chose avec ces infrastructures. Dans un premier temps, ça s'illustre par des migrations vers des clouds privés. On peut imaginer que dans un deuxième temps, le cloud public prendra le pas sur cette tendance. Et puis sur comment dire, la consolidation et la réduction d'applications. On a tous en tête des exemples de refactorisation d'applications pour diminuer le nombre d'applications et rationaliser, comme on dit, les systèmes d'information. Évidemment, l'autre partie, qui est la partie haute, c'est apporter de l'innovation pour les métiers. Finalement, comment transformer plusieurs choses, des business models, mais de manière plus profonde, des façons de faire. Je pense que c'est une des choses qui tire vraiment cette transformation digitale. C'est une nouvelle façon de penser dans les grands comptes, des nouvelles façons de faire, issues des géants du web. Je vous disais tout à l'heure, ce petit tour dans la vallée, ce que les gens ont compris, c'est que finalement, toutes ces grandes entreprises, elles avaient un modèle qui peut s'appeler Amazon, Facebook, ou de cette catégorie de géants du web, qui ont apporté des façons de travailler différentes. Et finalement, comment, en les observant et en appliquant les différents patterns qu'elles utilisent, on peut supporter l'innovation métier. Voilà. Donc ça se fait de deux sens. Sur effectivement les métiers traditionnels, voilà, on a envie d'améliorer le métier traditionnel et puis prendre des petites branches à côté, des branches d'innovation qui vont se faire à côté du métier traditionnel, plus ou moins connectées en fonction du sujet traité et en fonction de la rapidité qu'on veut avoir. Voilà, donc on s'aperçoit qu'après avoir connu des années de baisse de budget informatique dans les directions informatiques, finalement on a regardé le trend, on a un trend qui est très positif, et 84% des DSI augmentent ou stabilisent leur défense informatique. Donc on est dans le dépenser plus pour faire mieux, donc on ne dépense pas plus pour le plaisir de dépenser plus, évidemment on dépense plus parce qu'il y a un vrai besoin. Donc encore une fois, deux choses. On dépense plus dans l'innovation, cette part des budgets augmente, comme on le verra tout à l'heure, et on dépense plus pour rationaliser en espérant des coûts des économies à moyen long terme. Voilà, donc les projets de transformation numérique soutiennent la croissance, CQFD, on va le voir évidemment quand on regardera la part prise par les SMAC dans les chiffres que je vous donne. Donc la modernisation des infrastructures, évidemment, sujet clé, pareil, tiré comme on peut le voir.
Les SMAC, donc c'est Guy qui avait inventé le terme SMAC, c'est ça? Peut-être, oui. Il me semble. Hein. Donc tout ce qui tourne autour du new... non, c'est pas Guy, il me semblait que c'était... Bon, Guy était porteur, excusez-moi. Donc tout ce qui tourne autour du social, donc évidemment l'intégration des réseaux sociaux et du marketing, de la mobilité. On s'aperçoit qu'on voit de plus en plus... Évidemment, je ne vous apprends rien, mais la tendance du mobile et donc la tendance des clients à faire de plus en plus d'applications mobiles. Ce que je trouve assez incroyable dans ce slide, quand on regarde la tendance, c'est que les projets finalement mobiles sont vous le savez tous, sont des projets beaucoup moins chers que les projets informatiques qu'on faisait il y a quelques années. Et malgré ça, on s'aperçoit qu'il y a une croissance énorme sur l'activité SMAX, donc c'est plutôt joli. Évidemment, l'activité cloud pour la partie infrastructure. Et la partie sécurité, évidemment, pas de cloud sans sécurité, pas d'app sans sécurité, c'est le sujet qui fait peur à tout le monde, mais qui doit évidemment pas nous empêcher d'avancer. J'ai plus de slides. Ah ben si. Voilà. Autre phénomène, issu des géants du web, pareil, quand on regarde comment ces équipes sont organisées, elles sont pas organisées du tout comme l'étaient les directions... comme l'étaient nos grandes entreprises il y a quelques années, sur des modes plutôt très horizontaux, où on avait les infrastructures, la DSI et les métiers au-dessus. Le futur des organisations, c'est pas ça, c'est des choses beaucoup plus verticales, impliquant beaucoup plus les directions métiers, dans des cycles de projets beaucoup plus itératifs qu'en V. Évidemment, vous l'avez appris, cette notion d'agilité. Donc finalement, on s'aperçoit qu'une grosse partie des budgets de nos projets viennent de plus en plus des directions métiers. Et qu'évidemment, ils sont très impliqués dans tous ces projets, comme on peut le voir, en fonction des différentes phases du projet. Mais la tendance de fond est qu'on a de plus en plus affaire à des directions métiers. Alors, je sais que nous avons un directeur des systèmes d'information dans la salle. Je vais essayer de ne pas trop dire de bêtises, mais il y a quelques années, effectivement, on s'est aperçu que en moyenne, le directeur informatique avait du mal à transformer ses équipes. Et donc, vous l'avez tous vu, les directions métiers lançaient leurs propres initiatives de manière à être plus réactives. Bon, évidemment, les directeurs informatiques se structurent, ont parfois changé, sont réactifs et sont maintenant prêts à faire face à cette demande de leur métier et de leur direction générale pour répondre au challenge de la transformation digitale. Les acteurs du marché s'organisent, que ce soit les ESN ou nos clients, ils se rapprochent des endroits où il y a de l'innovation. Donc il y a deux types d'acteurs dans lesquels il y a de l'innovation. Il y a évidemment toutes les parties start-up. Alors on fait des partenariats, on rachète des start-up, on prend des prises de participation, bref, on essaie de chercher l'innovation. Puis on le verra après, on le cherche dans d'autres types de sociétés plus petites. Il y a évidemment les opérateurs du cloud desquels il faut se rapprocher, puis un nouvel acteur qui revient en masse, un peu comme dans les années 2000 avec les agences. Ça s'appelait plus des agences digitales, ça s'appelait pas des agences digitales, je sais plus comment ça s'appelait, les FI systèmes et les web agencies. Maintenant on appelle ça des agences digitales, c'est exactement le même sujet. Ce sont des sociétés qui sont spécialisées plutôt sur la partie que je vous citais tout à l'heure du compte de résultat, c'est-à-dire de la relation client et du changement de l'expérience client, que sur la partie efficacité opérationnelle. Mais voilà, c'est les partenaires qui prennent une forte légitimité dans les relations de nos clients. J'ai cité ici un petit exemple, qui est un exemple qui va me permettre d'illustrer ce que je vous disais tout à l'heure, la transformation issue des géants du web. Quand on est dans la techno aujourd'hui, on ne peut pas ne pas regarder ce que font ces gens-là. Ils ont inventé le big data, ils ont inventé d'autres méthodes. Et il y a un des patterns qui est très connu depuis des années, travaillé par les géants du web, c'est la partie DevOps. Donc c'est ce qui permet de rapprocher le développement des opérations. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. En France, on vient des modes où les cabinets de conseil ont fait de la CAC 40 Tech, par exemple. On trouve toutes les sociétés qui ont leur propre agence de gestion des opérations. Le DevOps, c'est pas ça, c'est quelque chose de très vertical, où les projets qui ne sont plus des projets, mais qui sont des produits, avancent de manière complètement itérative et intègrent finalement la partie développement et la partie exploitation, comme le font les gens du web. Quand on travaille chez Amazon et qu'on développe une feature, il n'y a personne qui va maintenir votre feature. L'équipe est en charge du développement et de la gestion des opérations de la feature. Et on s'aperçoit qu'un tiers des entreprises ont lancé
des pratiques DevOps. Alors évidemment, ce n'est pas pour l'ensemble des produits, mais ça montre cette tendance à l'adoption des pratiques. On aurait pu en citer bien d'autres. Voilà. Ça, c'est pour se faire un petit peu plaisir. Voilà les slides qui donnent que finalement, les directions informatiques sont plutôt contentes de leurs partenaires, c'est-à-dire de nous. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On fait leur perception et qu'on fait plutôt du bon travail. J'accélère parce qu'évidemment, comme d'habitude, je déborde. Phénomène nouveau, changement dans la politique de gestion des achats des grands groupes. Pareil, les mêmes cabinets de conseil leur avaient conseillé il y a quelques années de réduire le nombre d'acteurs et de passer par des gros acteurs, de concentrer, d'être capable de faire des négociations qui leur permettaient évidemment de tirer les prix. Aujourd'hui, l'informatique n'est plus vue pour tous les sujets comme un coût, mais comme un centre de production de valeur. Donc on va chercher des partenaires qui ont la compétence indépendamment de leur taille, de leur marque. Donc ça, c'est un phénomène tout à fait nouveau, illustré par ce slide. Voilà, niveau de conscience des dirigeants, j'en ai parlé. Les perspectives restent élevées. On va regarder 2017 rapidement. Les perspectives restent élevées. Vous savez comme moi, vous êtes au contact de clients. Vous voyez qu'on n'est que dans les premières phases de la transformation digitale. Donc on est forcément très optimiste pour la suite. Voici les perspectives internationales pour la partie logiciels et services en 2017. Là, je vais vous rassurer avec le slide suivant. Et évidemment, vous voyez qu'il y a une forte décroissance en Europe de l'Ouest. Celle-ci, alors, ce sont les prévisions IDC, mais évidemment, c'est l'impact du Brexit sur la croissance en Europe de l'Ouest. On verra ce que nous donneront les chiffres l'année prochaine. Mais quand on zoome sur les perspectives de croissance pour la France sur le secteur 2017, on s'aperçoit qu'on a une croissance encore supérieure à celle de cette année, donc de 3%, d'accord, tirée comme cette année par l'ensemble des acteurs, donc le conseil en techno, les ESN ou les logiciels, avec des croissances à peu près similaires dans tous les secteurs. Voilà. Ici, on remet un petit peu finalement en perspective cette croissance. Vous voyez, on a eu des années difficiles. Là, on est plutôt sur un trend super positif, une croissance qui continue à croître. C'est beau. On verra ce que nous donnera évidemment les années futures, mais on peut voir une accélération de la croissance. Alors, c'est évidemment la croissance du secteur. À chacun de trouver sa voie au milieu de ce secteur pour faire mieux et battre ces indicateurs. Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup, François, pour cette présentation. Je vais demander... Alors, ce que je voudrais... Oui. On me dit que toutes les données sont téléchargeables avec le QR code. Donc vous aurez tous les chiffres de l'étude IDC. Dans quelques minutes. Ah, dans quelques minutes, parce que au cas où il y a des fuites, bien sûr, hein, c'est ça. Bon. Merci beaucoup de venir nous parler du social. C'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup de choses en ce moment. Donc, merci Violaine. Bonjour à toutes et à tous. Si je mets le micro, ça marchera mieux. Donc Violaine est très active au niveau du bureau social, qui rassemble un certain nombre d'acteurs qui sont dans vos entreprises. Et je vous encourage à participer aux travaux du bureau social. Il y a beaucoup de DRH et aujourd'hui, on peut dire que c'est eux qui tiennent, au fond, la politique sur le social de Syntec Numérique. Alors, sans oublier les permanents. Hein. On a effectivement bien sûr, des bénévoles comme moi qui participeront activement, mais je salue le travail aussi des permanents. Tu as raison. Alors, quelques chiffres. Comme Godefroy le disait tout à l'heure, nous avons réalisé une création nette d'emplois de 14 000. Ça s'inscrit également dans les engagements qu'on avait pris dans le cadre du pacte de responsabilité qui a été signé au niveau de la branche fin 2014. N'oublions pas que nous sommes un gros contributeur, Syntec Numérique, au niveau de la branche. Et 14 000 emplois en 2015 qui fait suite à une progression sur 6 années consécutives. Je pense qu'on peut saluer cette performance. Alors, parce qu'en 2016, on fait aussi bien
a priori mieux. En tout cas, les premiers chiffres qui nous sont communiqués et qui ne sont pas encore représentatifs de l'ensemble du secteur nous permettent d'affirmer aujourd'hui que cette croissance s'accélère et qu'elle est 3 fois plus importante que la moyenne nationale, en tout cas tout secteur confondu. Alors, c'est déjà passé au recrutement, pardon. Côté recrutement, aujourd'hui, on fait le constat, comme habituellement lorsque le marché devient très dynamique, d'être à la recherche de ressources, d'avoir des cycles de tension sur le marché des ressources, mais force est de constater que ça s'accélère avec la digitalisation, la transformation numérique. Nous sommes de plus en plus contraints dans nos actions de marketing, recrutement, de sourcing, de déployer beaucoup plus d'énergie, sans parler des tensions sur les salaires qui s'envolent toujours dans cette période. Alors, bien entendu, il y a des profils qui sont plus ou moins recherchés. Aujourd'hui, on a des candidats, mais qui ne sont pas toujours adaptés aux compétences, en tout cas aux opportunités professionnelles qu'on peut proposer, ou les candidats manquent d'expérience, ou alors ils sont en manque d'expertise, ou ils n'ont pas la formation qui est en lien avec les technologies qui sont d'actualité. Donc aujourd'hui, on doit déployer, je dirais, encore plus d'efforts et d'énergie, toujours dans une dynamique d'approche directe. À l'heure actuelle, nous sommes à peu près quasiment 60% parmi les entreprises informatiques à pratiquer les réseaux sociaux pour pouvoir effectivement identifier les candidats qui sont en adéquation avec nos opportunités. Alors, également, les politiques de cooptation se généralisent, puisque la moitié d'entre nous avons mis en place des politiques de cooptation. Personnellement, je trouve que c'est une source de recrutement extrêmement qualitative, pour l'avoir expérimenté depuis déjà de nombreuses années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, entre les job boards, les CVTech, où on est tous, en tout cas, extrêmement mobilisés, les réseaux sociaux et effectivement les politiques de cooptation. Les profils qu'on recherche, chez les éditeurs, on est toujours à courir après des codeurs. Au sein des ESN, c'est plutôt des ingénieurs études et développement, avec des technologies plutôt orientées web. Je ne vous cache pas que trouver un ingénieur confirmé sur les techno-web, c'est quand même une denrée rare aujourd'hui. C'est quand même des technologies qui sont encore récentes. Et tout ce qui peut toucher également la cybersécurité, tout ce qui est black belt, enfin tous ces mots magiques que nous mettons dans les moteurs de recherche des job boards qui sont d'actualité. Ah, ça y est. Alors, le taux de demande de l'emploi en 2015. Alors, à ne pas confondre avec un taux de chômage. C'est un indicateur qui est métier et qui n'est pas sectoriel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, le taux de demande d'emploi est alimenté par des demandeurs d'emploi et des personnes qui expriment un souhait d'aller vers les métiers de l'informatique et des logiciels. Donc on peut avoir effectivement, dans cette configuration, un taux de demande d'emploi qui est supérieur à un taux de chômage. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? C'est que sur les 3 dernières années, ce taux prenait un point chaque année, en tout cas depuis 2012, et que depuis 2015-2016, en tout cas, il s'est stabilisé. L'explication de ce taux, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une forte progression sur le plan économique, mais on n'a pas cette même progression, je dirais, dans les vocations à aller vers les métiers de l'informatique. Donc ça confirme cette tension qui est de plus en plus importante sur le marché des candidats. Alors, on fait le constat qu'il manque des candidats, que nous sommes en pleine pénurie. Qu'est-ce qu'on fait? On a dit tout à l'heure qu'on allait les chercher par approche directe. Oui, mais il y en a toujours aussi peu. On va les former. Donc on va se diriger, effectivement, s'impliquer extrêmement fortement sur notamment des dispositifs qui ont été mis en place par l'État, la préparation opérationnelle à l'emploi, qui sont des mécanismes d'adaptation, des compétences, de reconversion. Grosso modo, on forme et on recrute. Comme l'a dit Godefroy tout à l'heure, 3000 demandeurs d'emploi ont été formés, recrutés, c'est-à-dire leurs compétences ont été recyclées, adaptées, notamment pour accompagner la transformation du numérique. Syntec Numérique s'implique
très fortement dans la promotion de ce dispositif, et notamment en région, puisque en Alsace, hein, nous avons effectivement mené des opérations. Je vois qu'on n'est pas complètement convaincu, mais il n'y a pas que l'Alsace, il y a aussi l'Île-de-France et l'Ouest. Nous nous sommes tournés vers des acteurs locaux, très terrain, aussi bien du côté de Pôle emploi, du côté des entreprises locales, des écoles, des universités. Et aujourd'hui, bon nombre de demandeurs d'emploi ont pu retrouver un travail et répondre justement à nos attentes en termes de compétences et nous accompagner dans cette croissance exponentielle. Alors, la formation, c'est un outil important, mais il est nécessaire d'avoir des formations qui soient en adéquation avec effectivement ce qu'on recherche. Syntec Numérique, là encore, s'investit notamment dans le cadre des labellisations des formations par la Grande École du numérique. Alors, dialogue social, on en parlait tout à l'heure en introduction. Je ne sais pas si tous les adhérents ont une visibilité du dialogue social au niveau de la branche, mais ça représente, comme l'avait dit Godefroy tout à l'heure, une activité importante, aussi bien de la part des permanents que de certains bénévoles adhérents. Alors, quand on parle de dialogue social, il faut toujours le resituer dans un contexte. On a parlé d'une économie numérique, hein, de transformation numérique, une économie qui effectivement doit aussi intégrer des transformations sociales, des enjeux importants, des challenges. On parle du regroupement des branches, ça aussi, ce sont des choses à prendre en considération. Et ces négociations, elles sont toujours tournées dans une dynamique d'être au service de l'emploi, hein, de nous rendre plus performants, de relever les défis de la compétitivité, aussi bien pour les entreprises, mais également pour les salariés. Donc, pour ce faire, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont présents au niveau de la branche, notamment des textes qu'il est nécessaire d'adapter, de sécuriser également, parce qu'on a aussi une évolution constante de la législation ou de l'appréciation aussi de la Cour de cassation, hein, qui fait évoluer des rédactions qu'on a pu faire à une certaine époque, et puis les décisions, les situations arrivant, eh bien, il y a des interprétations qui peuvent effectivement fragiliser. Il est nécessaire aujourd'hui de sécuriser tant le salarié que nos entreprises sur ces textes. Plus particulièrement le point névralgique dont on a parlé, qui a fait beaucoup l'actualité cette année et l'année dernière, la durée du travail. Donc aujourd'hui, nous avons ouvert un pacte de négociation qui cherche à sécuriser ces textes, ces rédactions, notamment autour de la modalité 2, hein, cette fameuse modalité 2 qui a des zones d'ombre, des zones d'interprétation, mais également de sécuriser les financements des syndicats, donc aussi de répondre aux évolutions de la législation, hein, pour plus particulièrement viser la DESAT. Et si on veut effectivement pouvoir aboutir à un accord équilibré, il faut faire des concessions. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas discuté des minima Syntec. C'est l'occasion également de revoir, dans une logique de continuité, c'est-à-dire d'une durée de 3 ans, une revalorisation raisonnable, en tout cas des minima conventionnels. Alors, toujours dans ce contexte que nous avons précisé les uns les autres tout à l'heure, ce contexte économique, ces enjeux sociaux, ces contextes de transformation, également, il est nécessaire d'ouvrir des négociations aussi pour rendre aussi attractive notre branche, tant sur la diversité que sur le handicap, aussi pour répondre à cette problématique de marché tendu des ressources, mais également par rapport à des valeurs que la branche peut porter. Enfin, un petit mot sur la politique de formation. Chaque année, la branche nous communique ses orientations. Toujours dans cette logique de transformation numérique, la branche sera extrêmement, en tout cas Syntec Numérique, sera extrêmement vigilante sur la mesure des impacts de la digitalisation au niveau des compétences transversales, hein, des compétences transverses à développer. Nous donnerons une priorité également à la formation de populations
qui sont ou dans des phases, on va dire, de changement, de reconversion, où on demande d'emploi, mais également des personnes qui sont en retour de congés de longue durée, des personnes qui sont à temps partiel, des seniors, les plus de 45 ans. C'est-à-dire, aujourd'hui, de pouvoir porter une attention plus particulière à des populations qui peuvent être en difficulté en termes d'employabilité ou être à des périodes charnières, je dirais, dans les choix professionnels, et qui pourront effectivement prendre le train avec nous dans cette voie de la digitalisation, de la transformation numérique, et de pouvoir ainsi contribuer à cette incroyable croissance qui s'offre à nous. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce sujet. On va garder les questions pour la fin. Je dirais sur ce dernier point que tu es en train d'évoquer, quand on parle de formation, qu'on forme, mais on forme pour l'industrie. Et je vous rappelle que nous n'avons qu'à peu près 40% des ingénieurs ou des informaticiens de notre secteur. Il y en a plus d'1,2 million qui doivent être, les autres étant dans les entreprises. Donc voilà, on fait œuvre, on est les bienfaiteurs de notre secteur. Voilà. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans un sujet... Merci beaucoup, Violaine. Et on aura... je voulais quand même faire un tout petit point sur, au fond, l'actualité Syntec Numérique, que je ne voudrais pas passer sous silence. Et puis, voilà, nos préoccupations. Alors, sur des sujets qui sont d'actualité, qui sont, au fond, notre pain quotidien, les services que nous délivrons aux adhérents tous les jours, ben, je dirais qu'on continue à être sur la balle, on continue à être sur tous les enjeux que vous avez pu voir tout à l'heure, dont le social, bien sûr, dont le fiscal, dont la formation. Il y a beaucoup de sujets, beaucoup de chantiers en ce moment en cours, donc des sujets verticaux, des sujets par collège, métiers, éditeurs, ESN, conseil de technologie. Tout ça, ça continue, bien sûr, avec une équipe de permanents qui est particulièrement compétente et qui est particulièrement dévouée. Je le salue, je ne dis pas sous la férule, mais sous la main ferme de Laurent Baudard, notre directeur délégué général. Voilà, on a une belle équipe. On a une équipe qui, en plus de ça, travaille dans un mode où probablement peu d'organisations comme nous ont accédé. C'est une certification tous les 2-3 ans, je ne me souviens plus, Calliope. Donc on a vraiment quelque chose de puissant, d'organisé, de quasiment industriel. Là, je pense que voilà, on vous rejoint en tous les cas par l'esprit dans lequel on travaille. Donc on a une belle organisation. Au-delà de ça, dans ce que vous connaissez, on change, et on change d'un côté en déployant au même rythme que les grandes régions, les 13 grandes régions françaises se sont créées, une organisation régionale qui a toujours été un peu faible et on s'en est plaint tous. Je pense que autant qu'on est ici, on a vu que finalement Syntec Numérique c'était très parisien. Voilà, on a créé des délégations plus organisées. On est en train de mettre en place des mécanismes pour mieux connecter ces organisations ou ces délégations Syntec Numérique régionales avec l'écosystème qui est en train de se créer dans les 13 régions. Et je suis confiant qu'à l'avenir, on ne dira plus que Syntec Numérique c'est parisien. Là, je crois qu'il reste la Corse à staffer. S'il y a des volontaires, d'ailleurs, je prends les candidatures. Alors, le deuxième sujet sur lequel on est en train de faire évoluer les services et, je dirais, les actions de Syntec Numérique, c'est l'Europe. Et on a longtemps pensé que c'était indispensable. On commence à bouger et aujourd'hui, on a de plus en plus d'actions au niveau de l'Europe pour défendre nos intérêts, pour porter notre voix. Là-bas, il y a un certain nombre de thèmes que je vais évoquer qui sont aujourd'hui des thèmes sur lesquels on est beaucoup plus présent. Non seulement notre délégué général Laurent Baudard, qui siège au sein de Digital Europe, est présent, mais on a maintenant des permanents et puis on va connecter tout ce travail avec les commissions qu'on a au sein de Syntec Numérique pour que, au fond, ça percole dans notre organisation et que véritablement on porte la voix là où il faut. Quelques actions très rapidement sur ce qui s'est passé ces dernières semaines. Vous savez qu'on a eu le déclic, cet événement qui a pour objectif d'améliorer l'attractivité du secteur. On a réuni 3500 personnes, beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants, beaucoup d'entreprises, beaucoup de start-up. C'était un véritable caravansérail. Ce n'était pas juste un forum pour l'emploi ou un forum pour les start-up. C'était véritablement quelque chose de très... je dirais très enthousiasmant. On a beaucoup appris. On va le refaire en 2017. On va tirer profit de ce qu'on a découvert d'intéressant et en même temps ce qu'on pouvait corriger. Mais voilà, c'était un très bel événement. L'attractivité, c'est un sujet qu'on travaille dans le temps, donc je pense qu'il ne faut pas s'essouffler, il faut garder confiance, on ne peut pas être que dans le court terme. Mais voilà, c'était un bel événement et bravo à tous ceux qui ont contribué, et en particulier à notre équipe de permanents, et puis à ceux qui ont piloté, en particulier Véronique Di Benedetto, qui a, parmi nos élus, qui ont contribué et qui ont donné du temps pour que ce projet se fasse.
Pascal Briet, que vous avez vu sur l'industrie, mais il était aussi dans cette bataille-là. Beaucoup de gens chez nous ont mis la main à la pâte pour en faire un bel événement. Il y a un sujet, j'en ai parlé tout à l'heure, de référencement Société Générale, il est en cours. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous sont concernés. Donc, si vous avez des sujets, on a bien dit à tout le monde que n'hésitez pas à remonter. Bon, on a pris un certain nombre de positions sur le chiffrement, etc. Je ne vais pas y revenir. Il y a deux sujets que je voulais évoquer avec vous avant de vous passer la parole. Les relations institutionnelles, c'est des sujets sur lesquels on passe beaucoup de temps. On a une belle équipe. On est en train de se doter d'une agence pour nous renforcer parce qu'on va rentrer dans une période où on a besoin d'avoir encore plus d'impact. Vous savez qu'on a beaucoup travaillé sur la loi Le Maire avec Axel Le Maire qui nous a écoutés. On est heureux de voir que finalement beaucoup de nos recommandations ont été prises en compte. On a évité des choses qui nous auraient bien gênés sur les données personnelles, sur la localisation des données. Donc on est plutôt assez content de la manière dont cette loi Le Maire se met en place maintenant avec 40 décrets sur lesquels il va falloir faire attention. Je crois qu'Axel Le Maire essaye de les passer avant février. Et on y a intérêt parce que voilà, il y a des choses qui ont quand même de la valeur sur ce qui a été mis dans cette loi. Donc on va l'accompagner, continuer à l'accompagner avec précaution, prudence, suspicion même peut-être pour certains sujets. Vous allez voir, je vais en parler pour ce qui se passe à l'Europe. La loi de finances rectificative 2016, c'est un sujet qui, je dirais, qui n'est pas encore dans les tuyaux, il n'y a pas forcément de date définie, mais elle arrive. Et donc là, on peut dire que globalement, on va pousser toutes les mesures qui vont favoriser, je dirais, le financement des investissements et dans l'innovation, en particulier le compte entrepreneur-investisseur est un sujet qui nous plaît bien. On a deux sujets, le projet de loi de finances 2017, sur lequel on a un certain nombre d'attentions, en particulier la suppression de l'amortissement de l'achat de logiciels, c'est un sujet qui nous concerne beaucoup. On considère que toutes les belles choses que vous nous avez présentées, c'est des choses qui vont être difficiles, en particulier pour les PME, à financer s'il n'y a pas une aide intelligente de ce côté-là. Donc là, ça serait quand même dommage de remettre en cause ça. On a... Bon, voilà, ça c'est un bon sujet. Et puis après, on a la loi de finances de la sécurité sociale, sur lesquelles on est très heureux de voir que finalement, le travail qu'on fait depuis des années sur la partie santé, avec tous nos programmes e-santé, qui nous a amené à constituer une association où nous sommes allés chercher les syndicats acteurs dans le domaine de la santé en France, 5 syndicats, dont Syntec Numérique, dans l'industrie pharmaceutique, les équipements médicaux, etc. On constitue une association qui, depuis plusieurs années, travaille avec l'État pour les aider à imaginer quel allait être le futur de la santé en France. Ça va de l'organisation des CHU aux soins à domicile. Il y a la généralisation des programmes de télémédecine qui est en train de se mettre en place dans ce programme de loi de finances. On en est très heureux. Il faut que ça se mette en place, bien sûr. On va l'accompagner. Mais ça, c'est une vraie source de satisfaction. En Europe, on a beaucoup de choses qui se passent et sur lesquelles on intervient de façon très très régulière, d'autant plus qu'on considère que l'Europe est plutôt un allié pour nous aider à aider la France à prendre conscience des enjeux et à ne pas se recroqueviller dans un protectionnisme qui tuerait toutes les initiatives qu'on a évoquées lors de cette séance. Alors, en ce moment, on travaille étroitement avec la CNIL, bien sûr, mais avec le G29, qui est l'équivalent de la CNIL rassemblant les 29 pays européens concernés par le sujet des données. Je dirais que ça se passe plutôt bien. On travaille avec eux sur des certifications, sur l'impact que ça aurait dans les entreprises. On travaille avec vous, un certain nombre d'entre vous, pour voir quels seraient les impacts chez vous. La création de nouveaux jobs avec des noms un peu barbares que j'ai notés, qui seraient délégués à la protection des données, par exemple. C'est des choses qui vont nous arriver, qu'il faudra prendre en compte. Donc tout ça, c'est des sujets sur lesquels on travaille, bien sûr. On a au niveau des données un sujet chaud en ce moment qui est le Free Data Flow, qui est au fond ce qui va permettre aux données en Europe de travailler, de circuler d'une façon transparente et nous permettre d'accéder, nous, les entreprises françaises, les PME, les startups qui n'avons pas les GAFA pour donner, on va dire, la masse critique dont nous avons besoin, et nous ne pouvons pas nous satisfaire d'un marché de 60 millions de consommateurs, c'est pas possible. On veut les 500. Et pour ça, il faut le Free Data Flow. Et aujourd'hui, il y a des acteurs, et Axel Le Maire est en train de revenir en arrière, donc voilà, on discute avec elle. Il y a des acteurs qui aujourd'hui voudraient empêcher que ça puisse se faire dans ce sens-là, et avoir ce qu'on appelle de nos voeux, qui est au fond un marché unique, numérique en Europe, qui nous donnerait la masse critique et qui favoriserait le succès de nos entreprises face à des grands Américains, face à des Asiatiques voilà. Donc, puis le dernier point, c'était le Privacy Shield, sur lequel on a beaucoup travaillé aussi. Alors, je voudrais vous parler d'un autre sujet,
qui est un peu moins le business, un peu moins les points que je viens d'évoquer, mais qui est au fond le challenge qu'on a en 2017 avec ces présidentielles en France pour intégrer dans les programmes, mais aussi dans les tripes de nos candidats et de nos politiques en général, le fait que le numérique est une chance, c'est aussi une menace. Alors, ils ont quelquefois la maturité pour comprendre que c'est une chance. Je pense que ça a beaucoup changé depuis 2012. Ils n'ont pas encore bien vu que c'est une menace, parce que si on est les derniers à se saisir de tous les beaux sujets qu'on a vus tout à l'heure, il ne faut pas se faire d'illusions. Les jobs qu'on détruit sont des jobs qui se recréeront ailleurs et pas chez nous. Donc, on a absolument l'impératif mission d'aller convaincre que c'est une opportunité qui a beaucoup de choses à gagner, qui a beaucoup de choses à gagner dans l'emploi, bien sûr, dans le service aux citoyens, mais dans la capacité à défendre notre territoire dans un environnement proche en Europe et aussi plus large. Alors, on a prévu un programme dans lequel on a 3 volets. Un volet qui va être plutôt grand public, le président, des thèmes qui sont entendables, qui vont être le social, la sécurité, des thèmes un peu anxiogènes. Donc là, on a prévu de communiquer là-dessus, on a prévu des mesures et un travail de lobbying. On a prévu de nous adresser aussi aux ministres, aux futurs ministres, aux candidats ministres, pour leur parler, au fond, d'une façon concrète, quelles pourraient être les mesures sur des pans d'activités qui sont, on peut reprendre l'industrie, bien sûr, qui est absolument clé pour nous. On atteint des seuils dangereux, mais la santé, la e-santé, et là, il faut vraiment transformer l'essai. Il y a des choses qui se passent, mais il faut aller au-delà. La ville, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des pays qui sont bien en avance sur nous et on voit tous les bénéfices qu'on peut tirer. Pour nous, industriels, mais pour le citoyen. Et puis, on veut aussi parler à l'État en leur disant, on veut parler à Henri Verdier, la DESIC, pour leur dire, il y a des choses à faire, vous avez pris le soin de nommer quelqu'un qui est disruptif, qui a des idées, mais donnez-lui les moyens, levez les verrous et transformons l'État à notre service et puis au service de nos finances. Donc, voilà un peu les domaines dans lesquels on voudrait porter la parole, sachant qu'on travaille depuis maintenant plusieurs mois sur la constitution d'une plateforme. Certains d'entre vous, certains de nos membres ont participé à des think tanks cet été, à des réflexions pour arriver à construire cette plateforme. Nous nous sommes associés et on a pris la décision un peu tardivement, on n'était pas convaincus, mais de rentrer dans l'Alliance. En fait, on est très actifs dans cette Alliance qui réunit, même si on représente 80% de notre secteur, il y a beaucoup de voix à droite et à gauche et on considère qu'au fond, c'est plus crédible pour notre profession et l'intérêt du pays de faire ça ensemble. Donc on a décidé de rentrer dans cette Alliance, de la promouvoir avec un certain nombre d'acteurs que vous voyez régulièrement qui communiquent, qui ont des idées, qui ont des bonnes idées. Le compte entrepreneur-investisseur, c'est France Digital. Il y a des belles initiatives qu'il faut saluer et il faut les encourager, il faut travailler avec eux. Donc on va communiquer ensemble sur les points qui nous paraissent importants. Et puis, on gardera une liberté de parole sur les points qui nous paraissent aussi importants, qui ne sont pas forcément dans leur programme. Je parle par exemple sur l'industrie, sur la santé, sur la ville. C'est sûrement des sujets sur lesquels on ira probablement de notre côté. Et c'est en train d'arriver. Alors là, aujourd'hui, on met nos propositions sur la table pour la partie industrie. On va continuer au fur et à mesure de nos rendez-vous à publier sur les thèmes qui sont importants pour nous, pour pouvoir être prêts en janvier, en ayant mis sur la table à peu près tous les sujets et en travaillant avec les instances qui doivent recevoir ces messages. Voilà, j'ai terminé. Et puis, nous attendons vos questions et nous sommes tous disposés à répondre autant que possible à tout ce qui a pu naître dans vos têtes avec ces présentations.